Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les secrétaires et assistants de direction renforcent leur capacité en gestion et maîtrise de temps. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Zambie, l'opposant Haikende Hichilema remporte largement la présidentielle. Il a battu dans un raz de marée son rival de toujours, le président sortant Edgar Lungu, avec 2,8 millions de voix, soit près d'1 million de plus que le président sortant. La course était pourtant annoncée serrée depuis des semaines. Et puis, l'Afghanistan s'est réveillé ce lundi aux mains des talibans au lendemain de la prise de Kaboul. Le président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des rebelles. Ces derniers ont pris le contrôle de son palais. La chute de Kaboul alimente le débat au Mali, notamment sur le retrait des forces étrangères. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le gouvernement a échangé ce lundi à Lomé avec les directeurs des radios et télévisions ainsi que les animateurs des émissions Covid-19. Les débats ont porté sur la nécessité de réorganisation de la communication autour de la pandémie qui prend de plus en plus de l'ampleur. Alice Berthe Barandao. L'analyse du Covid-19 au Togo sur tous les aspects montre des tableaux aux données élevées, ce qui fait craindre une flambée de la deuxième vague. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, de l'enseignement supérieur, professeur Iou Wateba, et le ministre de la Communication, professeur Akwadan Ayewada, se sont relayés pour appeler les communicateurs à un professionnalisme dans la sensibilisation afin d'amener les populations à adhérer à la riposte en se faisant vacciner, car l'heure devient grave. Voilà pour l'essentiel de cette rencontre. Les détails de ces discussions dans nos prochaines éditions. Merci à toi, Alice Berthe Barandao. Et puis ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, des cas de fièvre virale hémorragique ont été détectés dans 2 pays de la sous-région. Il s'agit d'un cas de fièvre à virus Marburg en Guinée-Conakry et d'un cas de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. La fièvre virale hémorragique est une maladie très grave, hautement contagieuse et souvent mortelle. Elle se transmet par contact avec les liquides biologiques d'une personne malade sans vomissement, selle, urine, liquide génitaux. Elle se manifeste par une fièvre brusque accompagnée de plusieurs autres signes: faiblesse intense, douleur musculaire, maux de tête, fatigue, nausée ou vomissement, diarrhée, douleur abdominale et parfois des saignements inexpliqués à travers les selles, les urines et le nez. Le ministre en charge de la Santé invite la population à une vigilance accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter cette maladie. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact avec le sang, les selles, les urines, la salive et les vomissements d'une personne suspectée ou atteinte d'une maladie avec fièvre et saignement. Éviter de manipuler, en l'absence de toute mesure de protection adaptée, le corps d'une personne décédée d'une maladie avec fièvre et saignement. Bien cuire les aliments, surtout les viandes, avant de les consommer. Devant toute suspicion, informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Les fièvres virales hémorragiques peuvent être guéries si elles sont détectées et prises en charge précocement dans un centre de santé. Le ministre en charge de la santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour éviter la survenue de cette maladie dans notre pays.
Et puis nous le disions en titre, les secrétaires et assistants de direction sont en formation depuis ce lundi à Lomé. Une initiative du ministère délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. L'événement qui se tient du 16 au 27 août vise à renforcer les capacités techniques des secrétaires et assistants de direction en matière de gestion et de maîtrise du temps. Le ministre délégué en charge de l'enseignement technique, en ouvrant les travaux, a invité à la rigueur et à la curiosité durant la formation. Et que nous écoutons. Convenez avec moi que l'intérêt de notre rendez-vous de ce jour et partant de toute la formation à laquelle vous êtes conviés n'est plus à démontrer. À cet égard, je vous exhorte donc, chers secrétaires et assistants de direction, à plus d'ardeur, de discipline et de curiosité tout au long de cette session de formation. Tout en vous félicitant par avance, je voudrais vous inviter, chers participants et patrons, à donner le meilleur de vous-même à travers des échanges de qualité pouvant ouvrir la porte de l'excellence prônée par le gouvernement. La formation est techniquement soutenue par le cabinet Wilkins Consulting. Valentine Sama, elle est directrice du cabinet. En 2010, déjà, le diagnostic indiquait qu'au niveau des secrétaires de l'administration publique, il y a un déficit en formation et qu'il conviendrait de réaliser des formations périodiques au profit de l'administration centrale, notamment les assistants et secrétaires. Ça, c'est un point. Et au niveau de l'accueil aussi, au niveau des relations même entre le supérieur hiérarchique et le secrétaire, comment communiquer efficacement pour que les échanges soient compris des deux au même moment. À noter que cette formation intervient après celle tenue la semaine dernière à l'endroit des directeurs d'établissement. Bonne nouvelle, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs du Togo, PAEJ SP, a obtenu des résultats probants. Clarisse Trombide. En 4 ans d'engagement 2016-2020, le projet a facilité l'accès au financement d'environ 1500 primo-entrepreneurs et la création de 35 000 emplois directs, particulièrement dans les savanes, la centrale et les plateaux. Au total, 13,3 milliards francs CFA de crédit ont été alloués à 20 PME, PMI, 774 primo-entrepreneurs individuels et 1159 primo-entrepreneurs en groupement. Également, l'initiative appuyée depuis ses débuts par la Banque africaine de développement BAD a formé des institutions bancaires sur le financement des chaînes de valeur agricoles et la gestion des systèmes d'information du marché du travail. En novembre dernier, alors à 1 an de son échéance, le PAEJ SP avait dépassé les prévisions initiales, jouant un rôle prépondérant dans les performances du Togo sur le marché bio international grâce aux entreprises comme JCAT ou Agrocom. En rappel, d'autres mécanismes ont été lancés par le gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes Togolais, le FAEJ, l'AJCEF, entre autres. Et puis, pour clore cette page nationale, ce magazine, les perles accessoires de parure des peuples africains sont souvent portées pour ressortir les rondeurs et la beauté d'une personne. Elles sont même thérapeutiques. Les vertus des perles dans ce magazine de Abba Lokekeli, une présentation d'Alice Berthe Barandao. Jonu, Kedisi, Lalem, Kofiwa, Ileke, Idi, Baya, ce sont les différents appellatifs des perles dans certaines de nos langues locales. Faites à base de plastique, d'ivoire, de coquillage, de verre ou en cristal, les perles offrent une grande variété de couleurs et de formes. Autrefois, les perles étaient bien appréciées, mais aujourd'hui, elles ont perdu de leur valeur. Écoutons l'avis de quelques personnes nostalgiques rencontrées dans la rue. Oui, j'aime bien les perles, je les porte aussi. Comme vous voyez les blancs mettre les chaînes au cou, les bracelets au poignet, nous les Africains, nous utilisons les perles. C'est l'objet de valeur de nos aïeux et ça permet de faire ressortir la beauté de la femme, de la fille africaine. Au niveau de la hanche, c'est les perles. De nos jours, on ne voit plus les filles avec les perles, mais quand elles les mettent, c'est pour les mettre dehors. Spécialement, mon mari aime les perles. C'est pourquoi moi aussi je les aime. C'est une tradition de l'Afrique.
J'aime les perles, oui, parce que elle a des vertus thérapeutiques et elle renforce le désir sexuel chez l'homme. Elle séduit vraiment l'homme. Quand moi je vois la femme ornée, serrée avec les perles, ça me séduit. Donc voilà, je les aime également parce que elles ont pour vertu de mettre en relief les courbes du corps de la femme. Je porte les perles parce que ça fait réjouir mon homme. Et puis, c'est notre collier africain et ça me plaît de porter ça. Le port des perles par une Africaine définit sa valeur. En deuxième point, ça lui donne de ressortir sa beauté. Le port des perles au cou, à la hanche, au genou, cette pratique ancestrale est loin d'être seulement un objet de séduction et de parure, mais possède également bien d'autres vertus. Aflimba comme la Katari, vendeuse de perles au marché de Aguadahonu à Lomé. D'abord, les perles nous protègent. Et lorsque nous les mettons, nous donnons une valeur à notre personnalité. Le fait de les porter, ça guérit certaines maladies comme les courbatures, l'arthrose. Et de nos jours, les médecins les recommandent à leurs patients. Les perles ont même une vertu spirituelle. Alipoué Todoro, agent de santé, Ranchéri. Non seulement les perles au niveau de la hanche de la femme attrayant, ça a même une portée de puissance. Lorsque la femme de quelqu'un a la perle à la hanche et que, à tout hasard, elle veut être violée et elle s'y oppose, au moment où elle est fatiguée, elle ne peut plus résister, si elle tire sur cette perle-là, spirituellement, ça rend l'homme impuissant. Nous, les Africains, avons perdu ces valeurs-là. Madame Aflimba comme la Katari nous conseille. Les perles, c'est notre trésor. C'est ce que nos grands-parents utilisaient, surtout lors des cérémonies traditionnelles. Par exemple, les dots, les cérémonies d'Akpema, les cérémonies d'Adifo et autres. Avec l'avènement des religions, nous avons presque perdu nos coutumes que tous les Africains reconnaissent que c'est notre valeur, notre richesse. Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h42 sur les antennes de Radio Lomé. Actualité internationale, cap sur la Zambie. Eh bien, le candidat d'opposition, Hakainde Hichilema, remporte la présidentielle. La commission électorale a donné l'annonce dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il est déclaré vainqueur avec plus de 2,8 millions de voix, soit près d'1 million de plus que le président sortant, Grace Goto. Une victoire nette alors que la course était pourtant annoncée serrée depuis des semaines. Je déclare Hakainde Hichilema, président élu de la République de Zambie, a annoncé le président de la commission électorale ce lundi. La participation très forte à plus de 70% confirme l'engouement pour ce scrutin, durant lequel certains bureaux sont restés ouverts jusqu'à 5 heures pour permettre aux électeurs faisant la queue de voter. Une seule de 156 circonscriptions du pays n'a pas officiellement été dépouillée, mais la commission a estimé que quels que soient ces résultats, cela ne risquait pas d'influer sur la victoire d'Hichilema. C'était la 3e fois qu'il affrontait le président sortant Edgar Lungu dans les urnes. En 2016, il avait perdu 100 000 voix. Dans la capitale Lusaka, des centaines de partisans s'étaient déjà rassemblés plus tôt dans la soirée devant la maison de l'opposant pour fêter la victoire avant même les résultats définitifs. Merci à toi, Grace Goto. L'Afghanistan s'est réveillé ce lundi 16 août aux mains des talibans au lendemain de la prise de Kaboul. Le président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des rebelles. Ces derniers ont pris le contrôle de son palais. L'entrée des talibans dans la capitale a éprouvé une vague de panique avec des habitants qui tentaient de fuir la ville par le dernier point de sortie, pas encore sous contrôle des insurgés. Il s'agit notamment de l'aéroport, comme nous le précise ici Charlotte Aha. La situation à l'aéroport international de Kaboul ce lundi matin est chaotique. Les agences de presse relatent que les forces américaines ont tiré en l'air face à une foule très importante massée sur le tarmac. Selon l'agence Reuters, il s'agissait d'empêcher que les Afghans en panique montent à bord d'appareils destinés à évacuer les Américains. Plusieurs personnes ont été tuées dans la confusion. Il n'y aurait pas d'affrontement direct avec les talibans, mais les
vidéos sur les réseaux sociaux montrent en revanche la désorganisation totale qui règne à l'aéroport. On voit de nombreuses personnes tenter de gravir des escaliers menant vers un avion. Dans Kaboul, la panique semble s'être emparée de la ville hier soir avec des files d'attente devant les banques puisque les Afghans cherchent à emporter de l'argent pour partir, des magasins fermés, des policiers retirant leurs uniformes. Les talibans ont pris le contrôle de la sécurité dans toute la ville, y compris la zone verte, la zone autrefois sécurisée. Ce sont eux qui filtrent et contrôlent les voitures, y compris au bord des postes des Nations Unies. Et puis, Charlotte Ahar, Mali, la chute de Kaboul alimente le débat sur le retrait des forces étrangères. Sur les réseaux sociaux ou lors des débats télévisés, la société malienne se questionne sur comment venir à bout de la guerre dans un pays qui fait face au terrorisme depuis plus de 10 ans. Ce dimanche, la prise de Kaboul par les talibans suite au désengagement américain a alimenté le débat politique. Chercheurs ou simples citoyens sont préoccupés, inquiets de savoir ce qu'il adviendra du pays en cas de retrait des forces internationales. C'est avant tout un électrochoc, la prise de conscience du fait que l'agenda des forces étrangères ne peut être maîtrisé et que leur retrait doit être pris en compte dans les stratégies de règlement du conflit, explique un chercheur sur les questions sahéliennes. Pourtant, sur le plan militaire, comparaison n'est pas raison. Pour d'autres observateurs, les groupes djihadistes au Sahel n'ont ni les bases, ni les capacités et ni la popularité pour gouverner, à l'inverse des talibans dans leur pays. De plus, l'armée américaine était perçue comme une force d'occupation. Pour d'autres, les similitudes idéologiques entre les talibans et les groupes terroristes du Sahel font craindre le pire dans un contexte où les forces françaises ont prévu de réduire leurs effectifs. Malgré la présence de Barkhane et des armées sahéliennes, les attaques et les morts atteignent des seuils critiques. Pour éviter la stratégie afghane, se dirige-t-on vers un changement de stratégie internationale dans la région? Pour beaucoup, la réponse est oui. Le cas afghan traduit l'échec des politiques de construction de l'État aux solutions non endogènes. La question de la gouvernance et de la lutte contre la corruption font également partie des mesures à appliquer pour éviter une débâcle des armées et un affrontement de toutes les structures de l'État. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal, chronique juridique. La journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin dernier. Elle commémore le massacre des milliers d'enfants sud-africains à Soweto. Aujourd'hui, la situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante et les dirigeants sont appelés à mettre en place des mesures fortes pour la protection de leurs droits. Justement, dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Assabi planche sur les conditions fixées par le législateur pour la garde des enfants après le décès des parents. Lorsqu'un parent décède, le Code des personnes et de la famille en son article 236 et le Code de l'enfant en son article 191 stipulent que l'autorité parentale est dévolue entièrement aux parents survivants. Des précisions avec Maître Wilson Adjete Prince Zachary. Dès que l'un des parents décède, l'autorité parentale revient automatiquement à l'autre, à celui qui est vivant. Ça, c'est la loi qui l'a prévu. Personne n'a le droit de venir retirer l'enfant au père ou à la mère lorsque l'autre conjoint décède. Mais il arrive parfois que certains membres de la famille pensent que le conjoint survivant constitue un danger pour l'enfant. Alors, que doivent-ils faire? Si la famille pense que celui qui est vivant constitue un danger pour l'enfant ou n'a pas le moyen de s'occuper convenablement de l'enfant, ils peuvent s'adresser au juge des tutelles, au juge des enfants, qui, en écoutant leurs arguments, peut décider de confier l'enfant à une tierce personne ou à une personne désignée dans la famille. Le Code de l'enfant indique aussi qu'on peut demander l'avis de l'enfant. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete Prince Zachary? Oui, le Code de l'enfant prévoit que dans certains cas, on puisse écouter l'enfant, avoir aussi l'avis de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a déjà 14 ans peut être un enfant discernant. Le Code de l'enfant parle de l'enfant discernant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont intelligents plutôt, qui savent ce qui est bien pour eux. Même à 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant peut savoir où se trouve son
son intérêt. Donc le juge a intérêt à écouter cet enfant et à tenir compte de ses arguments avant de prendre sa décision. Ce que le juge lui recherche, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Qui doit garder l'enfant pour lui assurer un avenir meilleur, c'est à celui-là qu'on remet l'enfant. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Retenez pour l'essentiel que les secrétaires et assistants de direction renforcent leur capacité en gestion et maîtrise de temps. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Bon après-midi à tous et à toutes et bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg